Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2019 dans l'actualité ce soir. Nous reviendrons évidemment sur la mort de Jacques Chirac. Les hommages ont été nombreux tout au long de la journée. Nous entendrons Hervé Guémard, plusieurs fois ministre aux côtés de l'ancien président de la République. Autre hommage à celui qui était la mémoire de l'Albanais, le photographe Henri Tracol s'est éteint cette semaine à Remilly. Nous l'entendrons dans ce journal. Le groupement transfrontalier européen qui se veut être le porte-parole des frontaliers a fait sa rentrée cette semaine. Parmi les dossiers prioritaires, les transports et la réforme du chômage. Mais on commence avec la disparition d'un chef d'État. Député, ministre, Premier ministre, maire de Paris, président du RPR et bien sûr président de la République. Jacques Chirac est mort ce 26 septembre à l'âge de 86 ans. Pluie d'hommages aujourd'hui en France et à l'international pour celui qui a consacré sa vie à la politique française. Le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, a rappelé, je cite, les prises de position courageuses qui furent les siennes, notamment dans la politique étrangère, la protection de l'environnement et la lutte contre la haine. La sénatrice Sylviane Noël rend hommage à cette personnalité charismatique qui rassemblait au-delà des clivages. Le député Patrick Mignola pour le groupe Modem de l'Assemblée s'incline devant une des figures marquantes de la Ve République. Il restera dans l'histoire comme celui qui a refusé la guerre en Irak, souligne-t-il. Le maire de Chambéry, Michel Dantin, de son côté, retient son sens inné du contact humain et se souvient des 2 visites savoyardes de Jacques Chirac en 1987 et en 2000. Thierry Repentin, ancien ministre socialiste, se rappelle d'ailleurs, je cite, de ces poignées de main chaleureuses avec les Chambériens qui étaient venus le voir et qui témoignaient de ce lien si particulier entre lui et ses concitoyens. Enfin, autre hommage, celui d'Hervé Guémard, président du conseil départemental. Il a été plusieurs fois ministre sous les mandats présidentiels de Jacques Chirac. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. D'abord, je lui dois beaucoup, puisque c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me choisissant pour entrer au gouvernement à l'âge de 35 ans, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et ensuite, je l'ai vu travailler, donc j'ai appris à travailler avec lui. Et j'ai été très surpris d'ailleurs, parce que l'image qu'il avait, c'est celle d'un grand type plein d'énergie, qui bousculait tout, comme on dit en patois chez nous, un peu brassoille. Et en fait, quand on le voyait dans ses fonctions présidentielles, il était extrêmement organisé, très travailleur. Il avait une très grande humilité intellectuelle et il avait toujours peur de ne pas être au niveau, de ne pas connaître assez bien les dossiers. C'était un grand président qui a porté haut les couleurs de la France, qui avait une très grande dignité, qui incarnait bien la fonction. Et j'ai été un ministre heureux avec Jacques Chirac. Même si on s'y attendait, c'est toujours une surprise et un choc. Et puis évidemment une immense tristesse, parce que quand on l'a connu et servi, on ne peut pas s'empêcher à tous ces souvenirs de remonter en soi et de vous nouer la gorge. Une autre disparition cette semaine à déplorer. C'est effectivement la mémoire de l'Albanais qui s'est éteint ce lundi. Les Rumiliens avaient l'habitude de le croiser dans les rues, toujours avec un appareil photo à la main. Henri Tracol est décédé à l'âge de 95 ans dans sa ville de cœur. Photographe, cinéaste, adjoint au maire, correspondant au Dauphiné libéré, très engagé dans la vie associative locale. L'homme s'intéressait à tout. 8 Mont-Blanc l'avait rencontré chez lui en 2015. On l'écoute, il nous parle de son amour pour les portraits. Les portraits, surtout les portraits de paysans, les portraits de vieux témoins du temps passé qui sont restés gravés parce qu'on a des témoins au moins depuis 70 ans, depuis 75 ans. J'ai pris en photo tout le canton, quoi, avec tous les maires du canton, tous les conscrits, toutes les classes du canton, avec tout ce que ça comportait de documentaires intéressants sur le plan vie sociale de l'époque. Regarder l'autre et l'écouter. Voilà. Dans le reste de l'actualité, un mot de justice. Oui, la bataille judiciaire continue entre le Club Med et l'Agence française pour la biodiversité. La Cour d'appel de Chambéry vient de confirmer le jugement du tribunal de Bonneville de 2017. Le Club Med et la société Marjolais TP sont bien condamnés pour leur manquement au respect de l'environnement lors de la construction du village de vacances de Samoin. Elle a notamment motivé son arrêt par la gravité des faits qui auraient pu être évités si elles avaient davantage pris en compte les contraintes environnementales et par la nécessité de prévenir la réitération d'infractions de ce type. Fin de citation. Le Club Med a décidé de se pourvoir en cassation, jugeant la condamnation d'une particulière sévérité. Comme chaque année, le groupement transfrontalier européen a fait sa rentrée. Cette semaine, l'association en a profité pour faire le point sur ses différents chantiers, réforme du chômage, revenus sur le patrimoine de frontaliers ou encore transport. On fait le point avec Emmanuel Jaude.
Avec plus de 176 000 Français travaillant en Suisse, l'Hexagone s'impose comme le premier pays pourvoyeur de main-d'œuvre frontalière en sol helvétique. Pourtant, le statut de travailleur frontalier reste encore aujourd'hui compliqué. Dans sa démarche de soutien, le groupement transfrontalier européen reste persuadé qu'il existe toujours de nombreux points d'amélioration. Dans ces grandes réflexions nationales, on est très souvent les oubliés. Donc il y a des problèmes aujourd'hui d'égalité de traitement qui se posent entre individus sur un même territoire. Et c'est ces problèmes-là que nous faisons remonter pour obtenir les mêmes choses, bien entendu, qu'il n'y ait pas de discrimination entre les résidents, les autres, ceux qui travaillent en France, et les frontaliers. Un travail commencé il y a des années et malgré les évolutions du territoire, à l'image du lancement du Léman Express d'ici quelques semaines, les lanceurs d'alerte ne se laissent pas démonter. Les transports, c'est un vieux serpent de mer aujourd'hui. Au niveau transfrontalier, on a toujours eu 15 à 20 ans de retard. Aujourd'hui, c'est vrai, on va arriver avec le Léman Express, on va arriver avec les trams, donc ça veut bien entendu susciter une amélioration, mais il faut aussi accompagner cette amélioration par d'autres projets derrière et pas conserver ce retard qu'on a accumulé au fil des années. Donc il y a les problèmes de desserte des gares pour que les gens, les personnes puissent prendre les transports publics. Il y a des territoires aujourd'hui qui vont être insuffisamment irrigués, il y a des problèmes de parking qui existeront encore. Avec la réforme du chômage et le changement prévu sur les revenus du patrimoine des frontaliers, les dossiers sont multiples et seront d'ailleurs remontés au ministère du Travail dans les semaines qui viennent. Michel Charac qui sera sur le plateau d'Accès Direct dans quelques jours. Et j'ajoute que le Salon des Transfrontaliers aura lieu ces 11 et 12 octobre prochains à Annemasse. Cette année, c'est la société Lemanis en charge de l'exploitation du Léman Express qui est l'invité d'honneur. Une autre rentrée à présent. Celle de la députée La République En Marche, Véronique Rioton. Elle a rencontré la presse ce lundi pour dresser un premier bilan après 2 ans et demi en tant que parlementaire. Elle en a profité pour annoncer son envie de se représenter en 2022. Véronique Rioton a également annoncé son soutien total à sa collègue Frédérique Lardet, candidate au municipal 2020 à Annecy. Si elle se satisfait des résultats et des avancées obtenues au niveau local, Véronique Rioton sait que le chemin est encore long à parcourir, notamment en matière d'environnement. La députée vient d'être nommée rapporteure du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Ça fait 18 mois que je travaille sur les sujets plastiques, consignes, avec le cabinet de Brune Poisson. Donc c'est aussi une prime finalement au travail. Donc je trouve que c'est intéressant. L'année dernière, j'étais vice-présidente de mon groupe parlementaire, ce qui m'a permis de nouer aussi des relations efficaces et qui permet de se sentir très utile sur ce sujet-là. On a 2 objectifs, c'est vraiment de changer la façon dont on produit et dont on consomme pour qu'on impacte moins sur les ressources et donner les moyens aux différents acteurs de conduire ces changements-là. Donc c'est un projet de loi qui est ambitieux, qui va toucher chacun d'entre nous, finalement, les citoyens dans la façon dont on peut acheter, ce qu'on appelle les metteurs en marché, en tout cas nos industriels, pour avoir des productions plus responsables depuis l'innovation jusqu'à la fin de cycle de vie du produit, les collectivités. Donc je suis plutôt fière d'un projet de loi qui va être ambitieux à changer les comportements. C'est l'heure de notre 3e épisode de notre série de la semaine. Elle nous emmène à la découverte des mines et salines de Baie dans le canton de Vaud. Après les mines et l'unité de production de fleurs de sel, ce soir, visite de la saline en Bas-de-Vallée. On y traite la saumure en provenance de la mine. Un nouvel épisode signé Jean-Paul Crespi. Au creux d'un vallon, la saline du Bévieux transforme en sel pur la saumure extraite de la mine du Bouillet. Unité industrielle entièrement automatisée, ce qui lui permet de maintenir son activité en continu 24 heures sur 24. Elle est un témoignage vivant des process techniques mis en œuvre successivement pour maintenir l'activité sur le site. Et c'est à la saline du Bévieux qu'Antoine-Paul Picard mit au point la thermocompression en 1877, une technologie révolutionnaire qui n'a à ce jour jamais trouvé d'équivalent. Et c'est le principe de turbocompression, c'est-à-dire de comprimer le gaz, d'échauffer le gaz et de le réintroduire, cette vapeur chauffée, dans notre système pour récupérer l'énergie calorifique. Encore aujourd'hui, c'est utilisé, bien entendu. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, cette l'idée de M. Picard a été reprise dans toutes les salines au monde qui utilisent le même principe de production que le nôtre. La saumure brute subit dès son arrivée à la saline un décantage
pour lui retirer son tartre, un élément minéral composé de calcium et de magnésium. La solution est ensuite déversée dans le réservoir du réacteur. La saumure saturée, à ce stade, contient 380 grammes de sel pur par litre. De la vapeur de chauffe à 140 degrés porte la saumure à ébullition. La vapeur, appelée buée d'évaporation, sort par le haut et le sel cristallisé se dépose au fond de l'évaporateur. On a une capacité de production d'environ 4 tonnes par heure de sel. Une production qui se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 330 jours par année. C'est très difficile à faire du sel. C'est très difficile étant donné que notre processus est en continu. Ce n'est pas un processus par batch où on fait les étapes les unes après les autres, après on fait des réglages. Le processus en continu, une moindre déviation d'un processus en continu a des répercussions plusieurs heures, voire plusieurs jours après. Donc c'est un processus qui est très fin, qui demande une attention vraiment particulière. La saline du Bévieux produit 30 000 tonnes de sel par an pour l'industrie, la viabilité hivernale, l'agriculture et l'alimentation. Elle possède également sa propre centrale hydroélectrique pour répondre à sa consommation, ce qui représente l'équivalent de la consommation de 2500 ménages, le tout en énergie verte. Une unité de production discrète, soucieuse de préserver son environnement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Manu, je te laisse conclure et je vous dis à demain pour un nouveau JT. Voilà, nous sommes déjà au bout et au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Ce soir, juste après cette émission, vous retrouverez un documentaire Alpes, sentinelle du paysage, pour un voyage de la Chartreuse au lac Léman à travers le portrait de femmes et d'hommes qui entretiennent et préservent le paysage. Demain soir, vous retrouverez Sébastien Germain à cette même place. Il accueillera la porte-parole d'Attaque 73, la jeune Simi Johnson-Kurt, une Anglaise tombée amoureuse des Alpes et qui viendra vous présenter ses créations haut de gamme et personnalisable. Et enfin, comme chaque semaine, Camille Copin squattera l'antenne pour vous dévoiler tous les bons plans pour les jours à venir. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.